tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir avec le titre, c'est un bilan lecture et plus précisément celui de mai. Je vais vous présenter mes 6 dernières lectures. Donc ouais, au mois de mai, j'ai pas mal lu, ce qui est bizarre. Peut-être avec les ponts, ça doit être ça. Donc j'ai lu 6 livres, sachant qu'il y a des mangas, il y en a 2, et un album, et le reste c'est des romans. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Le premier livre que je vous présente, il s'agit d'un manga, donc c'est le second tome de la série Doubt, écrit par Yoshiki Tonogai, et c'est publié aux éditions Kiun. J'aime beaucoup ce manga pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il me fait beaucoup penser au film d'horreur Saw. Donc vraiment avec des personnes qui sont enfermées, cloîtrées et qui vont devoir trouver des énigmes pour s'en sortir vivants. Et bien c'est complètement le cas pour Doubt. Ici on va faire la connaissance de 3 filles et 3 garçons qui jouent à un jeu sur portable qui est donc le Rabbit Doubt. En gros vous avez des lapins et parmi les lapins il y a le loup qui tue tout le monde. C'est exactement comme les villageois, le loup et la petite fille, et si vous connaissez ce jeu, bah là c'est exactement pareil. Et pendant que ces 6 personnes jouent à ce jeu, ils vont se retrouver kidnappés et enfermés dans des pièces sombres. Et comme par hasard, sur leur peau, il y a un tatouage d'un code barre. Et parmi ces codes barres, il y en a forcément un qui doit ouvrir la porte de la sortie. Donc ils vont tout faire pour s'en sortir. Voilà, là je vous ai résumé le premier tome. Et donc en gros, dans ce second tome, on suit les aventures de ces 6 personnes. Sachant que bien sûr il y a des personnes qui sont mortes dans le premier tome, mais je ne dirai pas qui. D'autres personnes qui meurent dans le second tome, donc voilà, on est plutôt bien niveau meurtre. Et ce que j'ai vraiment adoré dans ce second tome, c'est que ça bouge encore plus. On est plus à se suspecter les uns des autres. Tous les personnages pensent que ils peuvent être l'assassin. Il y a de la trahison, il y a de la méfiance. Ça peut pousser aussi les personnes à vouloir se défendre parce qu'ils pensent faire face au tueur alors que pas forcément. C'est vraiment très psychologique ce second tome puisque les personnages commencent à être à bout, ils ont faim, ils ont soif, ils sont vraiment démunis, angoissés, seuls et terrifiés. Et c'est vraiment un manga que je recommande pour ceux qui aiment justement les sauts, bref les films d'horreur en général, parce que avec ce manga vous allez être servi. Et au niveau des graphismes, c'est toujours pareil, le dessin est très net. Les scènes sont vraiment très explicites, on voit tout le temps le visage des personnages qui est vraiment marqué par la peur, c'est vraiment des visages angoissés, il n'y a pas d'autre mot, ils sont terrifiés. Et j'aime toujours autant justement le dessin de ce manga. Donc vraiment, c'est vraiment un manga que je vous recommande parce que il est génial quoi. Donc, et en plus Yoshiki Tonogai il est quand même hyper connu et je sais que je lirai les autres sagas comme Judge et aussi Secret qu'il a sorti il y a pas longtemps. Et ayant bien sûr plus apprécié ce second tome que le premier, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Le second livre que j'ai lu, il s'agit d'un roman. C'est Le Pacte de Karina Hay, publié aux éditions Hugo Roman en poche. Donc c'est le premier poche que je reçois des éditions Hugo Roman, que je remercie. C'est une saga qui est donc déjà sortie en grand format, et au moment où elle est sortie en grand format, je ne me suis pas trop arrêtée dessus, je ne sais pas pourquoi, j'avais même pas lu le résumé, mais je sais pas, j'en sais rien, bref, en tout cas je l'avais pas souhaité. Et quand j'ai vu qu'il ressortait en poche, je me suis dit tiens pourquoi pas la découvrir. En plus moi c'est vrai que les formats poche j'aime beaucoup, côté pratique j'adore. Et ce fut une très bonne lecture, donc je vous en parle tout de suite. Ici on va retrouver Stephanie, Linden et James, donc ces 3 meilleurs amis qui sortent ensemble, qui rigolent, qui passent vraiment des bons moments. Et Stephanie était sortie avec James, donc c'est son ex, et c'est vrai que James en passe toujours un peu quand même pour Stephanie, mais elle non. Elle est amoureuse de son meilleur ami le plus proche qui est donc Linden. Et il faut savoir que Linden lui propose un pacte, d'où le titre. Si à leurs 30 ans, ils ne se sont pas engagés dans une relation sérieuse et qu'ils vont bien sûr finir leur vie avec la personne avec laquelle ils sont, eh bien ils se marieront. Donc on se met à la place de Stéphanie, elle en passe pour son meilleur ami et lui dit en gros à 30 ans, si ni l'un ni l'autre on est casés, on finira ensemble. Elle se dit quelque part que c'est une blague, parce qu'elle se dit voilà il est assez à rigoler sur des choses comme ça, mais en vérité non, il est hyper sérieux et il lui rappelle à chaque anniversaire que la date approche et que s'ils ont personne, ils se marieront.
Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque Stéphanie forcément va avoir d'autres copains, Lyndon aussi va avoir des copines, donc leur relation va être compliquée, tous les deux sont attirés l'un par l'autre, mais comment expliquer sans bien sûr briser une amitié qu'on a des sentiments plus forts pour une personne? C'est là où vraiment ça va se poser le plus gros problème de ce récit, c'est vraiment comment faire en sorte de ne pas briser une amitié pour plus en fait, pour de l'amour. Et j'ai vraiment adoré le personnage de Stéphanie parce qu'elle est débrouillarde, elle est déterminée et elle sait pas du tout faire. Donc c'est vraiment le personnage que j'ai le plus aimé dans ce livre, même plus que Lyndon. Alors que normalement c'est souvent le personnage masculin qu'on préfère en tant que fille, perso. Mais là non, c'est vraiment elle que j'ai adoré. A l'inverse par contre, James, donc le troisième personnage qui est un peu effacé quand même, je l'ai détesté. Ce gars, je voulais lui tirer des claques à chaque moment où il parlait, ça me dressait les poils, je pouvais pas le supporter, vraiment il m'insupportait ce gars, c'était pas possible. J'avais l'impression d'être face à un mec, même pas un mec, hein, un gamin de 8 ans qui s'il a pas son petit joujou favori, il fait la gueule. Et c'était exactement ça, le mec en gros, Stéphanie lui appartient, alors qu'il dit que soi-disant il en est plus amoureux, mais bon vous voyez bien ce que je veux dire, hein, il est toujours amoureux d'elle. C'était vraiment un trou duc ce gars, y a pas d'autre terme, je peux pas me le blairer, je pense que ça se ressent là du coup. Et le pire c'est que je sais pas si les deux autres tomes, parce que les deux autres tomes sont avec des personnages différents, s'il y en a un qui est sur James, je vais essayer vraiment de pas être négative dès le début parce que ça va être compliqué vu que j'aime pas ce personnage. Et s'il y en a un vraiment qui est sur lui, va falloir que je prenne sur moi et que je lui donne une chance, mais ça va être compliqué parce qu'il est vraiment con. Hein, voilà. Pour Lyndon par contre, Lyndon je l'ai beaucoup aimé, mais j'aurais voulu qu'il soit un peu plus, je sais pas, un peu plus entreprenant, un peu plus présent. J'avais plus l'impression finalement que c'était Stéphanie qui menait la danse et lui pas plus que ça. Mais par contre c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié avec Stéphanie, c'est vraiment de toute façon heureusement les deux qui sont au cœur de l'histoire que j'ai beaucoup aimé. Et la romance elle est hyper belle parce que justement quand ça touche à l'amitié on se pose souvent des questions, on se dit peut-être que l'amitié homme-femme c'est compliqué etc. Et là c'est vrai que ça prouve quand même que c'est vrai que c'est compliqué. Et j'ai beaucoup aimé l'écriture d'auteur, très descriptive, il y a vraiment des belles citations, vous voyez j'ai mis pas mal de post-it, donc franchement c'était une très bonne lecture. Donc c'est vraiment passé à ça du coup de cœur, ce qui a fait en fait que c'était pas un coup de cœur. Je ne saurais pas trop vous le dire parce que j'ai beaucoup aimé, mais je peux pas dire non plus que c'est un livre que je relirais forcément, donc c'est pour ça que ça peut pas être un coup de cœur. Mais je pense que ce qui a fait peut-être que j'ai mis 4 sur 5 et pas 5 sur 5, c'est que quelque part l'histoire en elle-même n'est pas plus originale que ça, dans le sens où voilà, les meilleurs amis, on a pas mal de romances là-dessus, donc je pense plus que c'est le thème global qui fait que j'ai pas mis 5 sur 5, mais sinon franchement c'est une romance que j'ai beaucoup aimée. Et d'ailleurs j'ai reçu le tome 2 et 3 dans ma palle, donc j'ai hâte de lire la suite pour justement voir, pouvoir revoir justement les personnages du premier tome et espérer, je croise les doigts, que le second tome ne sera pas sur James parce que là je vous jure que je ne garantis pas de réussir à terminer ce livre, hein. Je vous le dis, non, je vais avoir du mal. Donc je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Ensuite, j'ai lu un album, il s'agit de l'Égyptologie, donc c'est de Emily Sands, voilà, aux éditions Milan. C'est un magnifique album, je suis subjuguée. Je l'avais vu sur la chaîne de Lire avec Lilia, donc je vous mettrai le lien de sa vidéo où elle en parle, et c'est vrai que moi je suis passionnée par l'Égypte. Tout ce qui touche à l'Égypte ça me fascine, je rêve un jour d'aller en Égypte même si je sais qu'actuellement c'est compliqué. J'aimerais vraiment aller dans les pyramides, voir les momies, des trucs comme ça, enfin bref, vraiment me faire le truc. Donc là si vous voulez je me suis lancée dans cet album, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Je n'avais pas lu le résumé, d'ailleurs le résumé ne dit pas grand chose non plus. J'ai fait un peu ma fangirl, j'étais attirée par l'objet livre qui est, vous voyez, doré, super joli avec un petit bijou ici. Et je ne regrette pas d'avoir été faible sur la couverture parce que l'intérieur est tout aussi beau. Et la grosse surprise que j'ai eue, c'est qu'en fait, cet album, au tout début de l'histoire, on apprend que c'est une nièce de Emily Sands, qui est donc
l'auteur de cet album, on va dire ça comme ça, elle est pseudo-auteur du coup. Et si vous voulez, cette nièce avait tous des éléments d'un carnet que tenait sa tante, Emily Sands. En 1926, elle est partie en expédition avec plusieurs personnes pour trouver le tombeau d'Osiris, et tout au long de son aventure, elle racontait dans un carnet ce qu'elle avait vu, elle mettait des dessins, elle mettait plusieurs éléments. Et si vous voulez, la nièce, elle a envoyé aux éditions Milan tout ce qu'elle avait trouvé qui était à sa tante, dans l'espoir justement qu'il publie quelque chose dessus. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans l'originalité de cet album, c'est qu'au tout début, voilà, ici, je vous le montre là, vous avez l'enveloppe justement qui est adressée aux éditions Milan à Lyon. Voilà, je ne sais pas si vous arriverez à voir. Et du coup, moi j'ai lu cette lettre, et c'est là où elle explique justement qu'elle espère que ce qu'a fait sa tante sera retracé, sachant que donc on les voit ici, ceux de l'expédition, voilà. Et Emily Sands a disparu, et sachant que on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Donc moi déjà là j'étais wouhou, ça va être super intéressant, et ça a été carrément le cas. C'est un album qui est hyper ludique parce que du coup on apprend énormément de choses sur l'Égypte. Tout au long vous avez des illustrations avec des explications, beaucoup de choses vous voyez à détacher, à ouvrir, à soulever, c'est hyper ludique, hein. C'est vraiment, c'est en plus attractif, hein, vous voyez, on ouvre, on soulève, c'est génial. Moi je me suis régalée à le feuilleter, à justement chercher des informations, vous voyez, il y a plein de choses qui... Et franchement, on apprend beaucoup de choses quand même sur l'Égypte, etc. Là, par exemple, vous avez un modèle de comment on appelle ça, de bandelette quand ils momifient les personnes, en fait. Donc c'est super intéressant. On a aussi un petit fascicule pour comprendre les hiéroglyphes. On a aussi, c'est le livre des morts, là, et il nous explique donc du coup des choses dessus. Et moi je suis fascinée par ce bouquin en fait, je sais pas pourquoi, mais le livre des morts m'a toujours fascinée. Je sais pas si c'est à force d'avoir vu les films La Momie peut-être, hein, ça m'a peut-être un peu influencé quand même. Mais en tout cas c'est vraiment un album que je vous recommande si vous adorez l'Égypte. Si vous adorez même tout ce qui est aventure, franchement il vous plaira. Du coup je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous en dirai pas plus parce que le but c'est que vous découvriez vous-même l'histoire d'Emily Sands, et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un autre manga, il s'agit de Freak Iceland. Donc c'est le premier tome écrit par, alors attendez parce que c'est sur du noir, de Masaya Okazano, et c'est publié aux éditions Delcourt. Alors oui, la couverture est juste hideuse, il n'y a pas d'autre mot, avec un port dessus, c'est juste trop laid. Et c'est justement pour ça en fait que ce manga m'a intriguée, parce qu'il y avait un port dessus. Je savais déjà que ça allait annoncer quelque chose de gore. Donc en fait ici on va avoir 3 hommes et 3 femmes qui vont échouer, être naufragés sur une île, où il y a un putain de psychopathe, un homme hyper imposant, hyper fort, qui se balade avec une tête de cochon sur lui et qui tue, mais quand il tue, il massacre les gens. Et justement, eh bien, cette bande d'amis, suite à un de leurs amis qui va être massacré, ils vont tout faire pour vouloir le sauver parce qu'il semblerait qu'ils soient encore vivants. Et ils vont faire la découverte d'autres personnes survivantes sur l'île. Et ils ne savent pas en fait pourquoi cette île n'est pas référencée sur leur carte et pourquoi il y a autant de bateaux qui sont qui ont coulé quoi. Donc il semblerait que cette île soit maudite quelque part et qu'il y a donc un psychopathe qui veut les tuer. Alors c'est un manga qui est très très gore, c'est un des plus gore que j'ai pu lire jusqu'à présent, même si j'en ai pas lu beaucoup, c'est le plus gore. C'est vraiment un mélange de Massacre à la tronçonneuse. Les dessins d'ailleurs sont très très explicites une fois de plus, hein. Si vous n'aimez pas, enfin si ça vous dégoûte le gore même en manga, bah, ne le lisez pas parce que justement les scènes où il y a des massacres avec du sang etc, c'est vraiment très 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 détaillé, on voit très bien ce qui se passe et par contre j'adore le dessin, j'adore le dessin, je trouve que c'est super net, très précis et angoissant quoi. Donc c'est vraiment un manga que j'ai beaucoup aimé. Alors je vous en dirai pas plus parce que c'est le premier tome, donc
C'est vrai que dans les mangas en général le premier tome il se passe pas grand chose, on plante juste le décor, c'est plutôt à partir du deuxième que ça bouge. Et justement j'ai le deuxième et troisième tome dans ma palle, donc je sais que je vais me les enfiler assez rapidement pour savoir la suite. En tout cas je vous le recommande si vous aimez justement les mangas comme Doubt, hein, tout simplement. Et vous aimerez très certainement celui-ci. Donc pour le moment je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu la 3e saison de Sexy Lawyers, affaire non classée de Emma Chase aux éditions Hugo Roman, que je remercie. Sexy Lawyers, c'est une de mes sagas romances que j'aime beaucoup, avec Off Campus et les Market Men. C'est vrai que c'est des romances où quand je mets le nez dedans, je sais que je vais ressortir satisfaite parce que j'aime l'écriture de l'auteur et j'aime beaucoup les personnages. Ce tome de Sexy Lawyers a très mal commencé au départ parce que j'avais du mal à m'attacher au héros qui est donc Brent, alors que le but c'est quand même de s'attacher au héros puisque c'est quand même centré sur son histoire. Et donc Brent, si vous voulez, il travaille avec les deux autres protagonistes qu'on avait dans les tomes précédents, donc Stanton et Jake, et si vous voulez, Brent, il a une prothèse à la place d'une jambe parce qu'il a perdu une jambe quand il était enfant. Donc bon, c'est touchant, mais il a un comportement un peu de gars que je peux pas me blairer, c'est-à-dire que il est hyper porté sur le cul. Bon, ça c'est pas trop ce qui me dérange, mais ce qui me dérange c'est que du coup il pense qu'à se taper des gonzesses. Ouais, le mec dans son moule, vous voyez, celui qu'on nous peint sans arrêt, et ça me gonfle. Donc au départ, j'avais franchement du mal à m'attacher à lui, je me suis dit, ouais bon c'est bon, on a compris, tu veux niquer, tu fais que ça, y en a marre quoi, au bout d'un moment passe à autre chose, enfin, sois un petit peu plus enrichi, enfin, j'en sais rien, mais je trouvais qu'il devenait vide en fait ce personnage, qu'il avait rien d'intéressant, donc je commençais à le détester au début. Et d'un autre côté, on a Kennedy, l'héroïne, qui est donc elle aussi, qui travaille dans le droit, et qui va se retrouver face à Brent dans une affaire, puisqu'elle va être le procureur, celle qui attaque l'accusé du coup. Je connais pas trop en droit, donc voilà. Excusez-moi si je me trompe, mais bon, en tout cas, elle est là pour enfoncer le client de Brent, et lui, il est là pour défendre son client, voilà. En étant sur une affaire ensemble, forcément, il va y avoir des clashs, et il faut savoir que Kennedy, c'est une amie d'enfance de Brent, donc Brent, il va craquer sur Kennedy, il va vouloir la mettre dans son lit, ce qui est comme toujours j'ai envie de vous dire, le script qu'on a l'habitude de voir dans les romances. Et Kennedy, forcément, ne va pas se laisser faire. Enfin voilà, là, vous voyez, c'est vraiment une histoire lambda, ce qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est vrai que ça m'avait un peu saoulée. Et au départ, j'appréciais Kennedy sur son fort caractère, sur sa détermination, sa façon d'être, et de ne pas se laisser influencer finalement par le beau gosse de service. Mais alors, au fur et à mesure, elle m'a gonflée, parce que le gars a beau lui dire qu'il tient à elle, qu'il veut vraiment être avec elle pour du sérieux. Non, mais tu m'as fait de la peine, donc je te crois pas, mais il y en a un moment, c'est bon quoi, enfin... Autant, alors le gars, lui, il est porté sur le cul à donf, soi-disant maintenant il veut se ranger, et la fille, elle en passait pour lui, maintenant elle peut enfin l'avoir, finalement elle le veut pas, enfin bref. Vous voyez, c'est le genre de schéma que j'ai vraiment eu du mal au début à supporter, mais au fur et à mesure, j'ai finalement réussi à m'attacher à Brent. Alors pas à Kennedy, hein. Kennedy jusqu'à la fin je l'ai pas plus aimé que ça. Mais par contre Brent, au fur et à mesure je me suis rendu compte que finalement c'était vraiment une facette qui se donnait, le gars. Je sais pas si c'est le fait d'avoir perdu sa jambe où il se disait faut peut-être qu'il se prouve à lui-même que il peut toujours être un homme, etc. J'en sais rien, je sais pas ce qui se passe dans la tête des personnages. Mais c'est ce qui a fait qu'au début j'avais du mal à le supporter, et vers la fin franchement je me suis rendu compte qu'il était très attachant, très humain et hyper doux et bienveillant envers Kennedy. Mais comme je vous le dis, Kennedy par contre, même vers la fin, j'ai pas réussi à m'attacher à ce personnage. Et j'avoue que dans ce tome-là, il y a quand même énormément de scènes de sexe à répétition, donc ça m'a un petit peu lassée parce que oui, c'est une romance, oui, par moments il y a des scènes de sexe, mais là c'était limite plus érotique que romance, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage. Mais j'ai quand même aimé cette lecture, moins que les deux premiers, parce que les deux premiers, je les ai vraiment beaucoup appréciés. Celui-ci, malheureusement, il dénote un petit peu par rapport aux autres, mais c'est pas pour autant que je n'ai pas apprécié ma lecture. C'est juste que j'ai vraiment eu du mal au début à m'attacher au personnage, et bien sûr, si on ne s'attache pas au personnage, c'est compliqué. En tout cas, je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, il est tout petit. Il s'agit de Pirates des Caraïbes, le tome 1, La malédiction du Black Pearl aux éditions Hachette. Et ça s'appelle La Bibliothèque Verte. Donc à la base, ce sont des romans jeunesse, hein. Sur la couverture, c'est écrit 10-12 ans. Voilà, je m'en fous, hein. Il faut pas avoir 10-12 ans pour lire Pirates des Caraïbes, désolé.
J'adore les films, je suis toujours présente dès qu'il y a un nouveau Pirates des Caraïbes qui sort, ça fait depuis que je suis gamine que j'adore Pirates des Caraïbes, le tout premier j'étais petite quand il était sorti, et j'adore Jack Sparrow. Donc forcément, qui dit Jack Sparrow dit j'ai envie de lire le livre. C'est tout petit, forcément, c'est un roman jeunesse, mais franchement entre deux pavés ça passe super bien. Je vais vous résumer l'histoire, même si je pense que tout le monde connaît Pirates des Caraïbes. On fait la connaissance d'Elizabeth Swann, qui est la fille du gouverneur de Port-Royal. Et un beau jour, sur un bateau, pendant qu'ils sont en train justement d'arriver à Port-Royal, elle va sauver un petit garçon de la noyade, puisque il a échoué sur une espèce de planche en bois, et bon, il peut se noyer, ou mourir de faim ou de soif, peu importe. Elle va le sauver, elle va découvrir qu'il a un pendentif avec une tête de mort dessus, donc il semblerait que ce soit un pirate. Elisabeth, c'est très bien le genre de sort qu'on réserve aux pirates, hein, ils sont pendus et ils sont mis à sécher quelque part, hein, à cramer au soleil, sur l'entrée du port de Port-Royal justement. Et elle va tout faire justement donc pour aider ce garçon, donc le petit garçon va être sauvé. Ce petit garçon s'appelle Will Turner, il va travailler en tant que, je sais même plus, je sais pas si c'est pas forgeron. Il va fabriquer des épées, etc. Donc oui, bien que c'est forgeron. Et en gros, il va tomber amoureux d'Elisabeth. D'ailleurs, il aimerait bien l'épouser, mais malheureusement, elle est déjà promise à un homme de plus haut rang, on va dire ça comme ça. Jusqu'au jour où un pirate dénommé Jack Sparrow, le capitaine Jack Sparrow, je précise, arrive à Port-Royal dans le but de voler un navire et de, du coup, partir au large. Rien ne va se passer comme prévu puisque des pirates, sous le commandement du capitaine Barbossa, vont enlever Elisabeth qui détient le collier de Will Turner et ils vont vouloir se servir d'elle pour lever la malédiction, comme ils disent, la malédiction du Black Pearl. Et voilà, je m'arrête là au niveau du résumé parce que déjà là j'en dis pas mal, mais bon c'est le résumé du bouquin. Donc dedans on a de la piraterie, on a des batailles, on a de l'amour, on a de l'aventure et on a quelque part un peu de l'horreur parce que quand on réfléchit vraiment et qu'on compare aussi avec les films, Pirates des Caraïbes, non seulement ça vous fait rire parce que les répliques du Jack Sparrow sont vraiment superbes, d'un côté l'univers est magnifique et d'un autre côté on vous fait un peu flipper avec toujours des créatures cheloues, donc c'est vraiment un cocktail, hein. Les Pirates des Caraïbes c'est un cocktail de beaucoup de choses vraiment superbes. Donc j'ai beaucoup aimé ce petit livre. Alors oui, il est court, oui il est écrit d'une manière vraiment très jeunesse, c'est normal, hein, c'est précisé, c'est un livre jeunesse. Les scènes du film, alors quand je lisais les commentaires sur ce bouquin, beaucoup de personnes disaient que certaines scènes étaient plus courtes. J'ai envie de vous dire logique, hein. Ils vont pas faire des scènes à rallonge pour des gamins. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a quand même des petits détails qu'on n'a pas dans le film, mais qu'on a dans le livre. Alors oui, il y en a pas 100 par page, plein de petits détails comme ça qu'on arrive mieux à comprendre du coup sur le film. Après, les répliques sont très souvent les mêmes que le film, ou alors sinon elles sont légèrement changées, mais ça ne dénature pas du tout le film. Moi, c'est vrai que bon, j'ai déjà vu tous les films, donc je les connais par cœur, mais ça m'a fait plaisir de redécouvrir cette histoire, justement à travers la lecture et non pas à travers le film. Donc j'ai fait un gros craquage, hein, vous le devinez, je me suis pris les 5 tomes. Sachant que je suis allée voir le dernier film au cinéma il n'y a pas longtemps, le week-end dernier. Donc en tout cas, si vous aimez Pirates des Caraïbes, lancez-vous, n'hésitez pas à le lire, il est petit, il coûte pas cher. Qu'est-ce qui vous retient quoi? Surtout si vous adorez Pirates des Caraïbes, franchement, lancez-vous, moi j'adore, ça me fait toujours du bien de replonger dans Pirates des Caraïbes. Donc je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire bien sûr si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présenté, si vous l'avez aimé ou pas, et dans tous les cas, surtout si je vous ai donné envie d'en découvrir certains, j'espère que oui. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!